Mesdames et messieurs, merci d'être là pour le 61e épisode du H2H Academy Podcast. Aujourd'hui, on parle de rien d'autre que le remote closing. On en parle dans deux sphères différentes. On va parler du volet vendeur, les gens qui travaillent là-dedans, mais aussi du volet entrepreneur, donc les entrepreneurs qui cherchent à embaucher les meilleurs de l'industrie, bien sûr. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs au remote closing. Il y a des mythes, je pourrais même dire qu'on pense que hey, c'est donc bien simple d'être un remote closing, c'est donc bien simple embaucher un remote closer. Aujourd'hui, on va venir démystifier tout ça. On vous donne notre opinion brute, comme à l'habitude, sur le sujet. Je vous souhaite une excellente écoute. On se voit de l'autre côté. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a décidé d'aborder parce que ça commence à toucher de plus en plus notre réalité. C'est-à-dire que oui, nous, on est dans le remote closing, mais on a beaucoup de demandes de la part de nos clients pour avoir des vendeurs, pour avoir des gens performants qui viennent se joindre à leur équipe, qui viennent closer les ventes pour eux à l'interne. Mais on a beaucoup de demandes de l'externe aussi de ça. Fait qu'on est en train de se pencher sur le sujet de notre base, sur comment faire pour aider ces gens-là à l'instant, parce que on est beaucoup plus dans l'accompagnement au niveau des entrepreneurs, des travailleurs autonomes. Tout ça nous a amené à réfléchir puis à voir concrètement comment structurer ça, comment est-ce qu'on peut donner plus de valeur justement aux entreprises qui cherchent un vendeur, puis comment est-ce qu'on peut donner de la valeur aux vendeurs qui cherchent la bonne entreprise. Fait qu'aujourd'hui, PL, moi j'aimerais ça qu'on aborde ça dans les deux sens. Fait que vraiment, qu'est-ce qu'un vendeur a besoin, je pourrais dire, pour être une bonne ressource dans une entreprise? C'est quoi un bon top closer? Tu sais, c'est quoi un bon vendeur qui est dans le 1%? Pourquoi les entreprises les engagent? Mais aussi, à l'inverse, qu'est-ce qu'un top closer devrait rechercher dans une entreprise pour être sûr de s'en aller quelque part où est-ce qu'il va pouvoir performer ou est-ce qu'il va pouvoir être heureux aussi à l'inverse? Fait que on passe ça. Peut-être qu'on va s'en aller à gauche, à droite, mais gros podcast à venir aujourd'hui. Je suis content qu'on parle de ça. Normalement, on a toujours un fil conducteur, tu sais. Mais tu sais, commençons par expliquer c'est quoi un remote closer. Je pense que tu sais, c'est bien de l'expliquer. Tu sais, c'est nouveau, là, honnêtement. Je pense que ça a pris son plein essor et son plein envol pendant la pandémie. Parce qu'auparavant, on appelait ça un représentant des ventes ou un représentant sur la route, directeur de district. Ça portait plusieurs noms. Puis la pandémie a comme fait réaliser à bien des entrepreneurs et bien des vendeurs qu'il était possible de closer en Zoom, en Meet, en Teams ou au téléphone, tout simplement. Et c'est là que la nouvelle carrière, entre parenthèses, de remote closer a vu le jour, c'est-à-dire vendre à distance en étant en télétravail puis être capable de vendre partout au travers la planète. Là, t'es pas obligé d'être assis à ton ordinateur pour faire ce travail-là. Tu peux être partout. T'sais, on a déjà eu quelqu'un qui travaillait dans une caravane puis qui a fait le tour du Canada avec sa conjointe puis il travaillait un certain nombre d'heures par jour puis le reste du temps il profitait de la vie puis il voyageait. Fait que c'est une nouvelle carrière qui a vu le jour. Puis je trouve ça intéressant qu'on l'adresse aujourd'hui parce que on s'en fait demander pour vrai à tous les jours, je pense. Tous les jours, quelqu'un nous dit, t'as-tu un remote closer? T'as-tu un closer qui pourrait venir travailler pour moi? Pas juste dans l'industrie du coaching, là, dans les agences web, dans des entreprises de services. Tu sais, maintenant, là, par exemple, dans la construction, on voit ça de plus en plus, là, ils sont capables d'aller prendre les shots sur Google Street View, puis ils sont capables de voir c'est quoi la job du revêtement, prendre une mesure à l'extérieur, puis être capable de faire une proposition à distance. Ça baisse les coûts fixes, ça crée des avantages concurrentiels pour l'entrepreneur, puis ça crée des conditions de vie intéressantes pour les gens qui veulent le faire en remote, notamment. Fait que, en gros, un remote closer... C'est un win-win, cette nouvelle réalité-là dans la vente que l'employé qui avait à se déplacer, faire tellement de routes, prendre son char, etc., capable de le faire 100% à distance, puis pour l'entrepreneur, effectivement, de rentrer un poste comme ça qui est peut-être plus cadré, plus simple aussi à certains niveaux. Fait qu'en gros, c'est tout simplement un vendeur qui vend à distance. C'est quelqu'un qui est capable d'effectuer le travail de vente en Zoom ou au téléphone. Puis quand je zoome, là, c'est vidéoconférence, là, vous comprenez. Donc, je pense que c'est juste important de préciser un peu la nature. Maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce que ça prend pour être un bon remote closer? Chez nous, on appelle ça un top closer. Fait que maintenant, ça va être un top remote closer, essentiellement. Fait que c'est quoi, selon toi, les conditions essentielles à la réussite
d'être un excellent top remote closer? Moi, j'ai toujours une chose qui me vient en tête dès le départ pour quelqu'un qui est bon, puis ça va à l'inverse de ce que les gens sont habitués d'entendre. Tu sais, on cherche quelqu'un qui est un people person, hein, qui est bon avec tout le monde, mais je pense que le fait d'être derrière un écran, puis le fait d'être capable de travailler de la maison, d'être autonome, ça prend quelqu'un qui est quand même, je vais dire, pas introverti à la base, parce qu'il y a des gens extravertis qui sont très bons, mais ça prend des gens plus minutieux, à mon avis. C'est facile quand tu t'en vas dans un rôle, t'arrives au bureau le matin, on te donne tout ça dans tes... Tu sais, voici ta route, voici tes clients, qu'est-ce que t'as à faire. Là, t'as besoin d'être à ton affaire en tabarnak pour être performant. Je dis minutieux, là, mais c'est pas perfectionniste, avoir de l'organisation, être autonome. Ça, c'est des choses que t'as absolument besoin d'avoir à l'interne de toi. Si t'es pas capable de bien travailler, de bien toi-même t'encadrer, c'est très difficile de réussir dans un rôle comme ça parce que y a personne en arrière de toi là, qui te check à longueur de journée. Il y a personne qui est là puis te donner une petite tape dans le dos. Mais y a pas ça. Alors quand t'es sur la route, tu t'en vas tes collègues au bureau, là, tu peux te motiver. Moi, je vois ça comme plein de potentielles distractions aussi. Mais ça reste que les gens c'est pas le même environnement, puis ça prend des gens qui sont capables de bien fonctionner dans leur propre environnement, ou du moins qui ont une structure puis qui ont des trucs pour être capables de bien fonctionner. Ici, le mot-clé, c'est rigueur et discipline. Les deux mots-clés, sérieusement, un remote closer qui l'explose, il est capable le matin de faire son café, puis d'aller travailler, faire ses appels, faire ses contacts clients. Pas besoin de se faire appeler pour dire « T'as-tu commencé ta journée? » Non, il a déjà commencé, puis il y a déjà des rendez-vous de prévus, puis il est déjà dans l'action. Fait que, tu sais, l'autonomie, dans la rigueur, dans la discipline, c'est un fondamental. C'est un aspect fondamental à la réussite de ce type de vendeur-là. Parce que sans ça, tu peux tomber dans la procrastination, on peut tomber là, dans « je suis pas motivé », dans « demain, je vais faire des appels », dans etc., etc. Non, c'est quelqu'un qui est capable de se setter des objectifs puis de les réaliser. Ça a de l'air super beau, cette job-là, parce que moi, je peux vous la vendre comme étant l'aspect la plus magnifique sur Terre parce que ça te permet de voyager, de travailler partout à travers le monde. Mais si t'es pas capable de te motiver quand même, tu sois en Italie ou ben au Mexique, là, ben tu vas être plus propensé à aller sur la plage au lieu de faire ce que t'as à faire. Mais c'est la même chose au Québec, tu sais. Ben c'est ça je voulais dire, si t'es pas capable de le faire de chez vous, dans un environnement super facile à contrôler, avec un bon internet, avec toute ta routine alentour de ça, ben pense pas à aller le faire au Mexique, là, puis pense pas à aller te promener alentour du monde quand que pendant que t'es chez vous, t'es pas performant ou t'es pas capable de t'organiser toi-même, tu sais. Ça, c'est un peu un mirage, je trouve, de faire « Ah ouais, remote closing, tu travailles partout dans le monde. » Ouais, attends une minute, si moi, j'y pense, là, des fois, là, tu sais, justement, juste d'aller travailler à distance, je suis comme « Il va falloir que j'ai l'Internet, il va falloir que je m'assure qu'à ces moments-là, je sois pas dérangé, il y a pas rien, pas si. Va-tu faire 40 degrés parce que j'aurai pas d'air climatisé, tu sais, toutes des affaires que j'ai pas à me soucier, là, en ce moment, puis je sais que j'ai les éléments pour être performant avec moi, c'est comme ma routine, je pourrais dire, puis justement ma rigueur, ma discipline que j'ai dans mon environnement fait en sorte que j'ai peur de pas la retrouver ailleurs puis d'être aussi performant ailleurs. C'est pas évident là, déjà juste de faire ça. Moi, ça m'a pris une couple d'années. En tout cas, personnellement, là, je dis une couple d'années. Ouais. Ça fait 6 ans là, parce que je trouve que je m'améliore tout le temps d'année en année, mais c'est tough là. C'est pas facile de faire ça. Ouais. Définitivement, puis souvent ce que je vois des gens qui proposent des programmes d'accompagnement puis de formation à cet égard-là, c'est un hostie de mirage sur la vie paradisiaque que c'est d'être remote closer. Sérieusement, là, ça fait 3 ans que je suis dans mon sous-sol de ma maison, là. C'est pas si glamour que ça, là, honnêtement. Mais c'est exceptionnel pour la conciliation travail-famille. À 4 heures, j'étais avec ma fille, puis on est déjà en train de préparer le souper, puis on va jouer dehors. Avant, je descendais de Montréal, puis j'aurais fait 2h30 de trafic, ça aurait été de la grosse boîte. Fait que ça crée son lot de positifs comme de défis. Il faut rester réaliste. Mais je pense que la rigueur, la discipline, c'est la première. La deuxième, c'est être en mesure de maîtriser à la perfection ou presque le processus de vente de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Si t'es pour être remote closer puis tu maîtrises pas presque à la perfection, qu'est-ce que tu fais là? Tu perds ton temps. Si t'es pour échapper des deals puis t'es payé à la commission, qu'est-ce que tu fais là? Va travailler au salaire avec une stabilité, puis au moins t'auras pas besoin d'être challengé envers toi-même pour réussir, tu sais.
Fait que pour moi, un critère de extrême performance ici, c'est important. Il faut être intransigeant à son égard, puis il faut performer à chaque vente. C'est une course contre la Coupe Stanley. On veut gagner, on veut réussir. Ça prend cet appétit-là, là, tu sais. Mais tu vois, tu sais, je t'ai dit que j'avais peut-être divagué gauche-droite, là, mais ça m'amène directement à quelque part parce que tellement d'entreprises ici qui veulent recruter un top closer, justement un remote closer qui est extra performant. Puis là, ils l'amènent, puis ils montent 40 services différents, 20 affaires. Tu sais, trop à apprendre en même temps. Si tu veux être bon puis tu veux être spécialisé, on en parle souvent de ça, mais la business pour laquelle le remote closer va aller travailler, si elle lui complique la vie, c'est sûr qu'il va avoir des moins bons résultats. Si je te montre, hey, voici ce que tu dois vendre, voici ta clientèle, voici les leads que tu as à te booker à l'agenda directement. Quand la structure, elle est très, très simplifiée, ça l'aide ça. Puis il y en a beaucoup de gens qui vont tomber dans le piège de ça. Ils veulent faire du remote closing, ils prennent la première job. OK, voici tout ce qu'on vend. Ils apprennent tellement de produits puis de caractéristiques différents qui sont tout mélangés. Fait que je reviens à ton point que tu as dit, faut que tu sois spécialiste dans ton produit, ton processus de vente, ta clientèle cible. Tu sais, quand tu maîtrises une chose à la perfection comme ça, t'auras pas à te casser la tête, ou du moins, tu vas te casser la tête sur une seule chose. Puis tu vas apprendre ça jusqu'à temps que tu le connaisses par cœur. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est les entreprises qui viennent mettre des bâtons dans les roues, souvent, des closers. Oui. Parce que ici, le rôle du closer, c'est de closer le produit qu'on y offre, mais si tu y mets 82 offres de service dans les mains, ça se peut que tu l'empêches d'être top performant dans son créneau spécifique que tu veux qu'il l'explose, tu sais. Mais mon point ici, c'était vraiment juste, tu vas là-dedans pour être average, change de job. Ça n'a pas rapport. Le but, c'est de travailler dans des conditions favorables, de travailler peu ou moins d'heures, de pas se taper de trafic, mais ton succès dépend de tes efforts, puis tes résultats dépendent de tes efforts, puis ta capacité à canaliser l'information, à l'intégrer en mémoire à long terme, puis à être capable de closer. C'est vraiment là que je vois une différence, que je dis c'est pas fait pour tout le monde, parce que ceux qui accrochent au mirage, que tu leur demandes d'aller faire 3 séances d'exercice physique par semaine, puis tu leur arraches le cœur, c'est peut-être pas fait pour toi là, le closing là, essentiellement, parce que ça demande de la résilience, ok? Puis ça, c'est mon 3e point. Et la résilience, c'est la capacité à rebondir face aux événements traumatisants. Là, ici, définitivement, ce n'est pas des événements traumatiques, mais à force de se faire dire non à outrance puis à répétition, ça prend un moral, et ça prend un moral de fer, puis ça prend une capacité d'être capable de rebondir à ça, puis différentes techniques pour rebondir à ça. Sinon, ta qualité de vie peut définitivement manger une claque. Si t'es pas capable de prendre le hit, de te faire dire non 10 fois aujourd'hui ou cette semaine, pas faire de vente cette semaine, puis que ça aille à la semaine prochaine avant que tu closes ta première vente, là. Ah, le démarrage est très difficile en vente. Peu importe qu'est-ce que tu vends, là. Que ce soit sur Internet, que ce soit en personne, peu importe la compagnie, je pense que le démarrage, c'est là que tu vois justement si la personne est capable de durer ou non en vente à la fin de ses jours, parce que t'as bien beau avoir la meilleure formation au monde en vente, t'as bien beau vendre le meilleur produit du monde, avoir les meilleurs formateurs, il va y avoir 0,001% des gens qui vont commencer à performer le jour 1. Tu sais, tu peux pratiquer autant que tu veux là, derrière l'écran, là, écouter autant de vidéos que tu veux, mais la game, puis le point où est-ce que tu vas te challenger puis voir tes erreurs, c'est quand tu vas être sur le terrain. Puis si t'es pas capable, justement, ça c'est un autre point que moi je rajouterais, d'être fucking coachable, puis d'auto-coachable, en voulant dire, parce que tu sais, oui, il faut être résilient, mais si je suis résilient puis je fais juste me cogner la tête dans le mur aussi, puis je m'améliore pas, somme toute, ça va faire comme moi mes 6 premiers mois quand j'ai commencé à vendre, puis j'ai pas fait une crise de scène. Fait que tu sais, je pense que la résilience est méga importante parce que les premiers mois sont ultra tough, mais au-delà de ça, ça match bien avec être coachable, tu sais. Puis si tu l'es pas moindrement, si tu t'auto-coaches pas, ouch, mais au contraire, les gens qui s'auto-coachent, puis que sont capables rapidement de voir leurs erreurs, de s'améliorer, que ça va vite. Mais il y a quand même un niveau d'échec. Il va y avoir de l'échec là au début. Tu n'auras pas de note parfaite. Oui. Ça fait partie de la gestion des attentes, là. Je connais pas ça, moi, un vendeur qui est rentré puis Day One, ça clutchait comme mes meilleurs. Tu sais, quand on parle de monétisation de l'expertise, ça prend du temps.
avant de devenir une machine de guerre. Puis ça prend des compétences pour être capable de s'auto-évaluer, puis ça prend des connaissances pour être capable de s'auto-évaluer, puis c'est là que ça, c'est la partie de l'entrepreneur qui va arriver avec son processus de vente, qui va être en mesure de cibler quels sont les points spécifiques à travailler, puis qui peuvent te donner une rétroaction positive ou négative sur tes résultats ou tes succès ou tes insuccès de vente. Tu sais, fait que ça, c'est, selon moi, la partie de l'entrepreneur. Alors, ici, ça, c'est un gros challenge, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, pis toi pis moi, on est bien gros là-dedans, là, de retirer l'aspect du mirage puis le secret de la caramilk, là. That's fucking bullshit. C'est dur, mais c'est vraiment intéressant comme emploi, tu sais. Moi, honnêtement, je ne reviendrai jamais en arrière. Tu sais, on gère quoi? Quatre projets, là? Moi, j'en gère 5, toi pis moi, on en gère 4, et on ira... En tout cas, à moins d'un changement majeur, là, on en parle dernièrement de peut-être acheter un édifice, mais ça reste top of the mind, mais je pense qu'on va rester en télétravail puis en remote closing puis en gestion à distance pour un bon moment encore, là, définitivement. Là, ouais, 100%, mais j'aime bien l'aspect de la monétisation de l'expertise, tu sais, d'aller décider d'être en vente, puis quelqu'un qui veut vraiment là, se spécialiser, juste faire de la vente, qui veut pas avoir tout le casse-tête de l'entrepreneur en arrière, qui veut pas à se poser des questions de comment je vais faire, c'est quoi mon marketing, il veut pas gérer du monde, mais il veut gérer lui-même puis il veut être capable de gagner sa vie parce que les meilleurs closers dans le monde gagnent des millions par année, là, genre dans les grosses compagnies, là. Mais on parle, tu sais, un salaire moyen en closing, quelqu'un qui est tout ce qu'on vient de mentionner à l'instant, là, pas un pelleteux de nuages, là, mais quelqu'un qui met les efforts puis qui est coachable, qui travaille énormément sur lui, le salaire moyen va être dans le 100 000 par en haut, tu sais, de quelqu'un qui est très bon là-dedans. Pour moi, cette monétisation-là de l'expertise, c'est quelque chose. Tu décides de dédier ta vie à faire ça, à vouloir vendre, à vouloir avoir les avantages de ça, le luxe de pouvoir faire ça, comme on a dit, en arrière de notre ordinateur, avoir des bonnes conditions de vie, tout le reste. Chris, faut que tu sois prêt à savoir que plus que tu vas en faire, meilleur que tu vas devenir. Les gens qui pensent être bons, style jour 1, comme j'ai fait une formation, je vais venir. Puis ça, là, je reviens aux entrepreneurs encore des fois. Mais c'est pas parce qu'ils ont fait une formation dans leur vie que ce sont des closers exceptionnels en sortant de la formation. Non. Cependant, ils ont tout ce qu'il faut pour devenir exceptionnels. Puis comment que ça va changer, c'est comment toi, tu vas travailler avec ce closer-là. Si tu le crises dans un environnement marde jour 1, attends-toi pas à ce que soit un, il reste, ou deux, qui deviennent performants. Si ça, t'as pas ça de ton côté, puis ça, c'est un esti bel exemple, mais c'est la raison pour laquelle on a réussi à créer des esti de top closers dans les business dans lesquels on a passé. Parce que l'environnement dans lequel on les mettait était ultra performant. Il y en a qui ont lâché, il y en a qui n'étaient pas capables, il y en a qui n'étaient pas résilients, il y en a qui n'ont pas aimé ça, tout simplement. Ils se sont rendus compte, j'aime pas ça, c'est pas fait pour moi. Puis il y en a qui, comme moi au début, étaient crissement pas coachables. Fait que rien à faire. Tu sais, je veux dire, je peux pas t'aider à t'améliorer, même si c'est la meilleure formation du monde. On y repense, là, mais des ingénieurs qui ont fait une formation, on en crisse des mauvais qui sont sur le terrain. Des charpentiers menuisiers qui ont fait des formations, on en crisse des mauvais qui sont sur le terrain. Puis la différence entre les bons et les mauvais, encore une fois, c'est ceux qui travaillent plus fort, ceux qui pensent avec leur tête et qui voient comment ils peuvent s'améliorer. Fait que c'est un peu la même affaire dans la vente, là. C'est pas un métier disparate des autres, là. Je veux dire, ça reste que... Non, il y a des facteurs... Il y a beaucoup de points en commun, puis tu sais, l'auto-évaluation, ça fait partie de ceux-là, peu importe le domaine, comment je peux progresser dans ma carrière, comment je peux en faire plus. Mais il y a bien un domaine que je sais que si tu performes, tu sais, t'as été très conservateur là, sur le 100 000, là, tant qu'à moi, là, parce que on en connaît des remotes qui font 25-30 000 par mois, puis nous-mêmes, on fait des paychecks de 15 000 aux 2 semaines des fois, puis je suis comme... Aïe, c'est complètement malade pareil, tu sais. Fait que j'aurais jamais cru voir ça en passant. Tu sais, pour faire 150 000 dans l'industrie de l'automobile, là, faut que t'en sortes du truck, faut que t'en sortes du char là, pour que ça donne ça. Tu sais. Alors que dans le remote closing, on peut définitivement se rendre dans des ordres d'idées et de grandeur similaires à ça. Tu sais. Fait que c'est que t'as pas de cap. Excuse-moi, juste faire du pas, c'est que t'as pas de cap nécessairement en voulant dire si tu vas. Je ramène ça à l'entreprise encore une fois. Mais si tu choisis une entreprise qui te permet de vendre no cap, c'est-à-dire que tu as toujours un prochain palier, ben tu vas vouloir t'améliorer, tu vas vouloir faire ce qu'il faut aussi pour être capable de passer à ces prochains paliers-là. Puis c'est vrai que dans l'industrie de la vente, je vais dire plus traditionnelle,
il y a beaucoup de caps, il y a beaucoup de bloquants, tu sais, comme tu l'as dit dans l'automobile, et qui veulent, qui veuillent pas, c'est parce qu'une année, il y aura pas plus de monde qui va se présenter dans le concessionnaire. Le marketing, il s'en fout, une année, ils atteignent leur objectif, eux autres, puis ils pensent plus aux vendeurs qui sont là. Fait que je pense qu'encore une fois, le vendeur doit choisir la bonne entreprise qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs financiers. Si c'est 100 000 puis il est content, tant mieux. Mais si c'est 300 000, ben assure-toi d'aller dans une business qui génère déjà beaucoup. Ben, si la business dans laquelle tu t'en vas, elle génère 500 000 de chiffre d'affaires, puis toi, tu vas faire 300 000 par année, je suis désolé, mais ça marche pas. Ça marche pas en partant, là, tu sais. Ah, exact. Puis tu vois, un autre critère que je recherche chez un remote closer, c'est une propension intrapreneur. OK? Parce que quelqu'un qui a de l'intérêt pour devenir entrepreneur, mais a peut-être pas nécessairement la même aversion, a peut-être une plus grosse aversion au risque que nous, je vais définitivement avoir un meilleur fit avec cette personne-là qu'un salarié pur et dur qui est habitué d'être bien appuyé dans le filet de sécurité sociale. Ça va me déranger un peu le fait qu'il soit pas capable de prendre de risques, tu sais. Donc, ça, c'est quelque chose que je remarque est un point en commun chez les remotes à succès. Puis, un peu plus loin que ça, c'est que ils sont capables de tolérer qu'une semaine ou deux, ils feront pas de vente. Parce que ça se peut qu'à la semaine 3, tu sais, ton entrepreneur, peut-être qu'il va avoir à ajuster son marketing. Peut-être que l'économie va fluctuer. Peut-être qu'il va se passer une saisonnalité dans ton entreprise qui va faire ralentir ça. Puis ça, ben, ça m'amène à mon point suivant. T'es-tu capable d'aller chasser ou t'attends d'être nourri à la cuillère, tu sais? Parce que ça, là, c'est un symptôme que je vois dans mes propres entreprises. Hein. Quand ça ralentit, t'es entends toutes chialer que les leads sont pas bons, que la business ralentit, mais il y a personne qui prend le téléphone pour essayer d'aller en chercher des nouveaux. Moi, je suis comme, je vous ai trop gâté. Je vous ai trop gâté. Vous êtes pas capable de faire un extra mile pour aller en chercher plus. Tout ce qu'ils font, c'est chialer que la mère est pas capable de les nourrir. Mais je pense que tu as une responsabilité en tant que remote closer, c'est-à-dire t'es capable d'aller en chercher, puis tu sais, normalement, on revient à l'entrepreneur. L'entrepreneur, t'es supposé les payer en supplément s'ils vont t'en chercher. T'as pas de coût d'acquisition, t'as pas de coût d'ads là-dessus. Si quelqu'un amène un client dans la machine puis que c'est lui qui l'a trouvé, il mérite d'avoir une prime de développement personnel. Il mérite d'avoir un petit surplus, tu sais. Fait que ça, c'est une petite pine à l'entrepreneur, parce que j'en vois qui donne rien. Je dirais même, tu sais, c'est important d'avoir l'environnement pour ça, autant au niveau de la prime, tu sais, en voulant dire de l'aspect motive-moi, tu aller faire du développement des affaires, là, je veux dire, faut que ça soit worth it. Mais de l'autre côté, l'entrepreneur qui a aucun système, qui a jamais fait du développement des affaires, ça se peut que ça soit tough pour son closer, tu sais, je veux dire. Quand il n'y a pas de système de prospection en place, il n'y a pas de mécanisme pour aller générer plus de clientèle, c'est sûr que le closer, en tout cas, moi, je me mettrais dans sa position de l'autre bord, je serais comme Chris, comment je peux t'aider? Mais c'est ça la différence entre celui qui veut et qui veut pas. Lui qui veut, il va dire, hey, y a-tu moyen qu'on ait plus de leads? Je comprends que c'est dur en ce moment, je peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Alors que l'autre va faire, c'est pas de lead, non, tabarnak. C'est là le facteur intrapreneur, parce que l'entrepreneur ou l'intrapreneur se laissera pas crever de faim s'il y a plus de business. Il va aller chasser, il va affûter sa lance, il va faire des tentatives, mais il se laissera pas mourir de faim. Puis ça, c'est un critère qui est nécessaire. Le salarié que ça ralentit, il s'en balance, sa paye va rentrer jeudi. J'ai mon base pay, I don't fucking care. On l'a pris pour acquis depuis le début, là, mais je lève juste un flag à tout le monde, là. T'sais, je peux comprendre là, les quelques business qui ont un processus de vente qui dure 12 mois, là, de donner un salaire de base, surtout aux gens qui commencent, genre première année, des fois deuxième année. Mais un bon vendeur, c'est ta commission, s'il vous plaît. Un remote, c'est sûr, là. C'est sûr. Ben non, mais je veux dire, un bon vendeur, somme toute, il veut être garant de son salaire, il veut avoir des coms beaucoup plus que du salaire de base, parce que quand on comprend la mécanique derrière, tu prends le risque de pas être payé, donc l'entrepreneur risque de te payer plus cher quand tu vends, et lui, il a une rentabilité directe, l'entrepreneur en arrière. Fait il y a tout avantage à prendre un risque comme ça en disant oui, puis c'est pour ça que les meilleurs vendeurs sont à commission, puis on s'en fout, là. Ils ont pas peur d'aller vendre dans une nouvelle entreprise, ils ont pas peur de demander, en fait, de pas avoir de salaire de base. Au contraire, ils sont contents de pas avoir de salaire de base parce qu'ils savent que, comme ça, ils ont pas de cap, justement. Ça, c'est assez... tu sais, là, je regarde les commentaires vaguement là, pendant qu'on fait ça. Je fais pas toujours ça dans le podcast, mais tu sais, il y en a qui disent première année. Oui, mais non, ça dépend qu'est-ce que tu vends. Comme je dis, si tu vends
si ton processus de vente est 12 mois, puis tu t'adresses aux municipalités, puis à la ville de Montréal, puis à des clients comme Bombardier, genre, je peux comprendre que ton processus de vente soit long. Mais si tu t'adresses à un entrepreneur, si tu as accès à parler à un décideur, tu devrais pas avoir de salaire de base. Tu devrais pas. C'est pas nécessaire en soi. Non, exact. Puis le upside est bon pour les deux côtés. Mm-hmm. Tu vends, la business fait de l'argent. Tu vends pas, personne fait de l'argent. Parce que l'entrepreneur, il y a des coûts fixes. Et tu sais, il dépasse de l'argent pour t'amener de la business à toi. Pourquoi faudrait qu'en plus on te paye un salaire de base? Plus je sais ici, on va se faire attirer les foudres, là. Mais la vente, là, c'est ça. Parce que quand on parle des mandats de consultation, puis moi, là, puis que tout le monde est au salaire de base, là, les taux de closing sont vraiment à chier, sont mauvais, c'est l'enfer. Fait qu'essentiellement, ça nous témoigne vraiment d'une motivation intrinsèque à réussir. Et c'est là que quand je parle de la caractéristique intrapreneur, ça fait toute qu'une différence chez l'individu qui va être dans le remote closing. T'sais. Puis, by the way, là, je veux dire, on peut dire un salaire de base, mais quand tu passes au concessionnaire automobile qui donne 100$ par semaine, on dirait qu'il achète juste la paix, là, tant qu'à moi, parce que c'est 100% à commission, là. Je pense que c'est pour la loi ou quelque chose de même. Ouais, je pense qu'ils font quelque chose de même. Là, il doit y avoir quelque chose comme ça. Mais non, tu sais, je suis tellement d'accord, puis tu sais, je peux comprendre, là, moi je le vois des fois, là, parce que dans des exemples de consultation, justement, ça me fait penser à ça. Tu sais, des fois, je vois quelqu'un, puis même nous, on l'a déjà fait, là, avancer des garanties. Fait que je te donne X par semaine, vu que tu commences, là, t'es jour 1, là, t'as besoin d'argent, tu sais, on a un bon vendeur, on va aller le chercher, et si on va être sûr de pas le manquer, qu'il n'aille pas travailler ailleurs, on commence, on va lui donner X montant par semaine, mais il nous le doit déjà, cet argent-là. Faut qu'il fasse les ventes pour nous le rembourser par la suite, c'est comme une garantie. C'est une avance de commission. C'est une avance de commission. C'est ce que je voulais dire. Merci. Je suis pas habitué avec ces termes-là. Non, c'est une avance de commission. C'est une belle façon. Parce que je peux quand même comprendre que, bon, t'es maman, t'as 2 enfants à la maison, t'es papa, t'as une réalité, t'es monoparental, whatever, t'as des paiements qui passent, t'as envie d'aller en vente. Je peux comprendre que pour tes 2 premiers mois, t'aurais besoin qu'on aille ton bac. Mais mon processus d'embauche est tellement spécifique que quand je t'inboard, je suis sûr à 100% qu'on va t'amener au niveau qu'on veut t'amener. Parce que j'ai un processus de formation, parce que j'ai un processus de vente, parce que j'ai un onboarding process, ça coche en tant qu'entrepreneur. Là, les entrepreneurs là qui disent « Ah, moi, mes vendeurs, c'est toute de la merde, ça vend pas. » Puis là, on check, il n'y a pas d'onboarding process, il n'y a pas de processus de formation, il n'y a pas rien, il n'y a pas de daily, il y a pas de sales meeting à tous les jours. Comme, pose-toi pas de questions, là. Non. Il n'y en a pas de culture de formation, il n'y a pas de culture d'entreprise, puis c'est normal que ça performe pas. Si, c'est comme ça. Il y a des fondamentaux à respecter pour l'entrepreneur et pour le remote, là, tu sais. Ça m'amène d'ailleurs à mon point par rapport aux entreprises. L'aspect numéro 1 que je vois, parce que nous, il y a beaucoup d'entreprises justement qui nous demandent de placer des vendeurs actuellement. Puis, tu sais, je m'intéresse tout le temps à ça, je pose des questions. D'ailleurs, tu sais, j'ai fait l'offre là, d'en placer 20, les 20 premiers gratuitement. Puis il y a des gens à qui je commence à parler. Puis il y en a que je disqualifie, genre je suis comme non, désolé, je peux pas te placer personne directement. Parce que ils ont personne qui vend vraiment bien à l'interne. En voulant dire, même le owner ou les autres vendeurs, où il n'y a pas de vendeur, puis il veut déléguer les ventes tout de suite du jour au lendemain, Calisse, ça prend quelque chose pour motiver un vendeur. Si je mets un vendeur dans ta business, il n'y a personne qui vend, toi tu génères pas de chiffre d'affaires, ou tu roules, je sais pas, d'autres business en même temps, tu fais d'autres choses. Comment veux-tu que cette personne-là elle performe dans l'entreprise? Si j'arrive puis j'ai pas de modèle, j'ai pas d'exemple sur qui me fier, c'est impossible que je performe. Impossible. Fait que ça, là, pour les closers qui veulent aller dans des entreprises, allez où ce que ça roule déjà bien. Ouais. Tu sais, je peux comprendre là, l'idée d'aller en start-up, je peux le comprendre, mais assurez-vous d'avoir un modèle, quelqu'un qui a fait le chemin un peu avant vous. C'est à l'entrepreneur de faire le chemin, c'est pas à vous. Ouais, puis ça là, ça c'est l'entrepreneur classique qui dit comme moi les ventes, je délègue ça à mon vendeur. Il a jamais touché à ses ventes, il a jamais été dans le processus de vente. Il sait pas vraiment c'est quoi le contact avec le client. Fait que quand le remote il rentre, il achète tout ce qu'on lui dit. Ah, les leads sont pas bons, ton marketing est mal ajusté, mais c'est jamais de la faute du remote. Puis l'entrepreneur va avaler ça on and on and on and on and on. Puis c'est la raison pourquoi, peu importe la compagnie que je suis dans l'action, je suis le meilleur vendeur de la compagnie. Tu peux pas m'en passer un sapin. J'ai 2 mains sur le steering, je sais exactement c'est quoi le contact client. Puis quand le marketing il marche pas, Nick, je te le dis, puis tu me fais confiance, right? Bon, c'est ça. Mais tu sais, il
il y a quelque chose d'intéressant, parce que vous le savez, moi, je suis un multi-entrepreneur, ma compagnie de sécurité. Ça fait comme 3 ans que j'ai pas vendu un système d'alarme parce que j'ai mis un directeur en place qui s'en occupe à ma place. Puis quand les stats vont pas bien, la première chose qu'on me dit, c'est ça fait longtemps que t'es pas là-dedans, tu sais plus c'est quoi notre réalité, puis si je serais curieux de te voir revenir. Je suis comme, j'en ai vendu genre 10 000, là. Je pense que je sais de quoi je parle, tu sais. Mais ça fait juste donner une idée. C'est ma compagnie, je suis 100% actionnaire, puis on me dit que je sais pas de quoi je parle, j'en ai vendu une shitload. Les employés et les vendeurs à commission à distance, peu importe le nom, ils ont besoin d'un leader sur qui ils peuvent compter, sur qui ils peuvent regarder en haut puis voir que cette personne-là, elle rentre des stats à toutes les semaines puis qu'elle est trop stable dans son approche. C'est ça du leadership, tu sais. On dit toujours lead by example, mais sérieux là, c'est vraiment, c'est un fondamental pour l'entrepreneur. Si tu n'as jamais fait de vente dans ta propre compagnie puis que tu penses que donner ça à un vendeur, ça va être ton élément clé de succès, sorry not sorry, mais c'est une mauvaise décision de gestion. Ah puis c'est pas nous qui l'inventent ce conseil-là, là. Juste pour préciser là. C'est comme ça partout, là. Tu vois les histoires à succès, là. Les gens se sont mouillés les mains, ils ont mis le travail, le temps, ils ont mis une procédure, ils ont mis une structure en place. Puis là, tranquillement, ils ont délégué cette structure-là. C'est pareil. Tu sais, le monde qui délègue leur admin, là. Ben, Chris, t'es fait les tâches administratives, tu sais lesquelles déléguer, tu sais quoi faire. C'est la même affaire dans tous les domaines de ta business. Puis pourtant, on invente, si le monde, il essaie de, ouais, non, envoie-moi un vendeur. Je sais quoi vos ventes en ce moment? Ah, j'ai pas lancé ce produit-là encore. Tabarnak, tu veux qu'on teste ça avec quelqu'un qui a jamais vendu ça? Toi, tu l'as jamais vendu? Aucun KPI en place. Mon deuxième point. Asti, ayez un CRM, ayez des stats en place qui va montrer aux vendeurs que, hey, regarde, c'est réaliste. On le fait depuis des années ou on le fait depuis X nombre de temps. Ça fonctionne réellement. Si t'as pas de KPI pour démontrer aux gens que ce que tu fais, ça fonctionne pour de vrai, comment veux-tu qu'ils y croient? Comment veux-tu qu'ils embarquent là-dedans puis qu'ils viennent vendre ton produit? Si tu n'as jamais fait plus de, je sais pas moi, 30 000 dans ton mois, tu peux pas demander à ton vendeur de venir jour 1 puis faire 30 000 dans ton mois. C'est quoi? Faut que ça soit lui, la rockstar, tout repose sur ses épaules. C'est tough en esti, là, pour demander à quelqu'un que tout repose sur ses épaules le jour au lendemain. C'est vraiment pas évident. Ouais. Fait que, pour vrai, là, les KPI, là, tu sais, en plus, on demande juste pour placer quelqu'un, mais il y en a qui ont 10 vendeurs qui ont jamais eu de KPI, là. C'est quoi le taux de close? Ah, je sais pas. On fait du profit. Ah, boy. Sorry, mais on ne placera pas un closer dans une compagnie qui connaît pas ses chiffres. Genre, honnêtement, c'est manquer de respect au remote que je vais placer là-bas. Parce que je l'envoie dans une entreprise qui gère sa structure au hasard ou dans l'aléatoire, selon moi, c'est un no-go. C'est un manque de respect. Sérieusement. Parce que le remote, si on prend pour acquis qu'il est là pour réussir, pour bien gagner sa vie, il a besoin des éléments fondamentaux, des fondamentaux pour réussir. Leadership, compréhension des KPI. Tu connais tes chiffres ou tu les connais pas? C'est quoi le troisième, Nick? Ben, je reviendrai juste sur le CRM. Quelqu'un qui en a parlé dans les commentaires aussi. Mais le CRM, s'il vous plaît, mettez-en un en place quand vous gérez une personne, je pourrais dire. Parce que comment veux-tu t'assurer qu'il fasse bien les choses? Le CRM va te donner des indications assez claires de combien d'appels il a fait, combien de sales calls il a booké dans sa semaine, combien de ventes à qui il a présenté, il a closé, etc. Tu sais, il y a du monde qui délègue les ventes puis qui se ferme les yeux après. Si, je comprends pas ça. Tu sais, autant que ceux qui ont pas de KPI pour se backer, évidemment, on vient de le dire, c'est pas intelligent. Mais là, si tu engages un vendeur puis t'es pas capable de tracker ses activités, surtout que c'est une personne autonome, derrière son ordi, que t'es pas en arrière de lui pour voir qu'est-ce qu'il fait, ben Chris, au moins, intègre un CRM, s'il te plaît, pour pouvoir bien tracker. Puis pas tracker pour l'espionner, tracker pour l'aider, donner du bon feedback. Fait que ça, c'est, pour rappeler mon deuxième point, le CRM KPI, super important. Ben, le troisième point, c'est sûr, quelqu'un qui veut engager un closer à temps plein, OK, parce que c'est à temps plein souvent qu'on veut mettre quelqu'un au ventre, du temps partiel. Juste pour faire une parenthèse, c'est tout le temps touchy de mettre quelqu'un temps partiel parce qu'il y a à moitié les pattes dedans, il y a les pattes ailleurs, il apprend beaucoup plus lentement. La courbe de croissance, ça va juste durer genre 4 fois le temps au lieu de quelqu'un qui est en plein qui, en 1 mois, va être capable de commencer à performer alors que l'autre, ça va y prendre une demi-année, là, pratiquement. Ah, 100%. Mais mon point est que ça prend des prospects de qualité. Tu veux mettre quelqu'un en place dans les ventes demain matin,
OK, oui, tu pourras avoir une structure de prospection qui va y permettre de générer des prospects de qualité d'une façon XY, mais si tu veux scaler tes ventes fonctionnent déjà bien, assure-toi d'avoir quelque chose à lui donner moindrement. Si tu veux placer quelqu'un, là tu lui dis OK, ben je vais t'envoyer des leads. Là, t'as pas de leads, son agenda il est vide, puis t'as pas de structure de prospection. Tu vas le brûler. Ça sera vraiment pas long que tu vas le brûler. C'est juste ça qui arrive, il va s'en aller. Tu veux stresser quelqu'un, tu sais, parce que ta job d'entrepreneur, tu sais, en 2024, maintenant, c'est rendu les entrepreneurs qui closent la job du vendeur. Tu sais, avant, c'était les vendeurs qui faisaient les entrevues pour être engagés. Il y a un renversement de rôle. Je pense que j'apprends rien à personne aujourd'hui en expliquant ça. Mais essentiellement, aujourd'hui, tu dois closer ton vendeur, ton remote closer à venir travailler chez vous avec un bon plan de commission. On y reviendra. Mais là, essentiellement, s'il start sa job et qu'il n'y a pas de rendez-vous à l'agenda, c'est un peu ta responsabilité de t'assurer de ça. Ouais, tu sais, parce que moi, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, quand je sais que j'ai le devoir de m'assurer que mes 25-30 familles, tu sais, parce que chaque personne, c'est des familles pour moi, genre. On dépend d'une centaine de personnes au final avec les enfants, les femmes, les hommes qu'on engage, les conjointes, peu importe ce que ça représente. Ben, on a un devoir de pas laisser tomber ces gens-là. Alors, la moindre des choses, c'est assure-toi qu'il y ait des opportunités de vente à l'agenda. Puis s'il y en a pas, montre-leur comment chasser. Puis ça doit être clair dans l'entrevue d'embauche qu'ils vont avoir à faire de la prospection active puis qu'ils vont devoir chasser. Si c'est pas clair au début, ça non plus, c'est pas très éthique. Ouais. Je dirais de bien gérer les attentes. C'est exactement le point que j'ai sur le bout des lèvres depuis tantôt que tu parles. C'est que c'est ça qui arrive. Les gens, ils gèrent pas bien les attentes de ça. Soit qu'ils vont dire, viens tu vas pouvoir vendre 10 000 par mois de commission. Hein, c'est tout le temps un gros hook, là. Genre, OK, 10 à 15 000 de commission par mois. OK, parfait. Il arrive, pas de rendez-vous à l'agenda. Oups, pas de structure pour prospecter. Oups, il faudrait que tu fasses la prospection, mais on sait pas comment puis on n'a jamais fait. Si tu viens de me perdre, je calisse mon camp, ça prend 2 minutes. Ah ouais. Gérer les attentes des gens que vous embauchez. Des vendeurs, là, justement, c'est des gens qui ils ont une famille à nourrir, ils ont leur paiement. Là, si tu fais des fausses promesses comme ça que tu l'engages, assure-toi de le brûler, puis de te brûler toi-même. T'engages une personne, elle s'en va. T'en engages un autre, elle s'en va. Tu viens de perdre ton temps complètement avec plein de gens qui ne fitent pas dans ton cadre, ou du moins, t'as pas de cadre pantoute, puis il faudrait peut-être que tu t'en crées un rendu à ça. Au final, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un écosystème bidirectionnel, qui est fragile et qui demande que tout le monde collabore dans la même direction. Autant au niveau de la commission qu'au niveau des efforts de marketing qui va faire performer le vendeur. Et c'est complexe, on en convient, mais ça se fait. Faut juste que chacun des paramètres soit respecté, appliqué avec rigueur et discipline. Puis à la suite de ça, on voit apparaître des belles histoires à succès. Mm-hmm. Fait que la sélection du remote closer, c'est un facteur important, puis le travail de l'entrepreneur, surtout les déclinaisons qu'on a parlé jusqu'à maintenant, sont aussi fondamentales pour la réussite de ce projet-là. Honnêtement, genre, nous, en tout cas, je pense qu'on devient complètement freak à cet égard-là, là, quand on place un vendeur, à quel point on vient vraiment genre réfléchir puis overthink la personne puis comment on va la positionner, tu sais. Puis encore tout à l'heure en meeting, t'as dit là, on arrête le recrutement de vendeurs, là, vous me les faites performer à tel niveau avant qu'on puisse en rentrer un autre. Sinon, moi je suis pas in, tu sais. Puis je pense que t'as bien fait de placer les breaks puis de placer des paramètres là. C'est un bon rappel de ce qu'on explique aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est cette union-là entre les deux personnes qui crée le succès. Fait que là, on a comme 3 piliers de discuter. Tu sais, qu'est-ce que tu vois d'autre, là? Ah ben, je rebondis tout le temps, excuse, sur tes fins. C'est un bon sujet, je savais qu'on avait parlé longtemps aujourd'hui. Mais, voyons, c'est quoi je voulais dire? Tu parlais des calices, tu vois, c'est ça que ça fait quand que je m'explique pour rien dire. Je reviendrai si je pense. Le quatrième pilier, on t'en a parlé tantôt rapidement. Mais pour moi, c'est la culture d'entreprise. Donc, au-delà de justement d'avoir des performances en place, quelqu'un qui performe, qui est là pour montrer le leadership, avoir des stats, avoir un CRM, avoir des prospects, ça prend plus que ça pour garder quelqu'un de performant. Puis tu sais, ça, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on réinvente ici aujourd'hui. Je t'envoie une rockstar dans ton équipe, mais ton équipe est remplie de pommes pourrites ou à l'interne, ça se passe pas bien. T'as pas un bon système de communication, t'as peut-être pas d'expérience de gestion d'employés, who knows, je sais pas. Mais si j'envoie un top closer dans un environnement où est-ce que il sera pas
bien encadré, on sera pas capable de lui donner les outils qu'il a besoin, on sera pas capable de prendre les sales meetings qu'il a besoin, comme tu parlais tantôt, de faire du renforcement positif, de voir c'est quoi ses bons coups, ses mauvais coups, d'être capable de l'enligner correctement pour la semaine à venir. Parce que oui, autant qu'il faut qu'il soit autonome, mais c'est notre rôle quand même, en tant qu'employeur, de bien encadrer cette personne-là pour qu'elle performe dans notre business. Puis ça, je le vois souvent mis de côté, cet aspect-là. C'est drôle, pareil, là, mais on dirait surtout en ligne. On dirait que c'est encore plus. Tu sais, ceux qui ont des bureaux, ils font des meetings. Bon, pas toujours les meetings les plus performants, mais parce qu'on envoie du monde perdre du temps en meeting. Mais on dirait qu'en remote, le monde sont comme juste comme ils laissent ça aller des fois un petit peu plus, les ventes. Il n'y a pas de structure non plus dans un meeting. C'est qu'est-ce qu'on va parler? On va-tu écouter un appel de vente? On va-tu revenir sur tes stats de la semaine passée? C'est quoi? Tu sais, comme juste ça, c'est un aspect très simple, mais pourtant complexe, que si tu le fais pas ou tu vas au pif, c'est pas que ça donne rien de concret à la fin de la journée. Fait que tu sais, ça, un bon plan de commission, asti, c'est simple, faut que ton plan de commission, il motive le monde. Ça, asti, tellement de monde cheap là-dessus. Non, mais pour vrai, là, avoue, si t'envoies des plans de commission, moi, je vois, ouais, mais je pourrais-tu lui donner un peu moins? Je pourrais-tu, Chris, paye-les. Si sans lui, t'en as pas de job dans le business. Hello. Ah, puis là, ça me fait penser à un paquet, genre, de croyances limitantes, là. Le vendeur peut pas être payé plus que le CEO, ça a pas de bon sens. Comme, de quoi tu parles? Si le vendeur fait 500 000, c'est parce que la business a clutch en malade, là, tu sais. Fait que, pour moi, honnêtement, le CEO fait partie de ses tâches. Il y a une valeur associée à ça. On est capable même de le pricer sur le market. Mais un vendeur, ça ne doit pas avoir de cap. Je pense que l'erreur, puis j'ai une idée, j'ai une histoire en tête d'un un vendeur qui était tellement extrêmement bon qu'on a limité sa production parce qu'il faisait trop de commissions. Ben, ils ont tué la culture d'entreprise parce que tout le monde a regardé le management en haut en disant « Vous êtes des estis de crosseurs, nous, on sac notre camp. » Si, genre, tout le monde voulait se rendre à ce point-là, mais là, ce point-là, il est rendu inatteignable parce qu'on coupe le commission plan. Couper le commission plan, là, c'est la pire affaire que tu peux faire d'une structure de vente. Tu viens de mettre la gangrène dans la machine. Ça, c'est clair. Mais tu sais... Ça me rappelle des erreurs, tu sais, ça qu'on a fait aussi. Ah oui. C'est des erreurs de donner trop vite un plan de commission. Ah, si, on n'a pas bien calculé, puis ça, tu reviens sur ta parole ou tu reviens sur le plan que tu avais donné et tabarnak, tu viens de péter le mood, c'est pas trop long, là. Ouais, exact. Puis tu sais, ça peut paraître con, là, mais petit nugget, là, si ton plan de commission il est pas progressif, là, ben il y a pas de carotte au bout pour que la personne continue à performer pour y aller. Tu sais, si à la 30e vente, tu obtiens 1500 pièces rétroactifs, tu vas vouloir aller la chercher à la 30e pin, même s'il est vendredi 16h32, tu vas te dire, bah, peut-être faire 3 quarts de plus, mais à rentrer, m'a fermé mon mois, puis le soir, tu sais, tu vas être plus festif, puis tu vas finir ton mois fier de toi. Si t'as pas de plan qui amène ça à 2 heures, tout le monde va sacrer son camp le dernier jour du mois, puis tout le monde va s'en aller. Là, moi, mon préféré, c'est la gamification. Dans tout. OK, pour ceux qui savent pas c'est quoi la gamification, game du mot jeu, simplement. Quand on a des équipes de vente, puis nous, ça, c'était l'affaire la plus belle au porte-à-porte. Là, ça, c'est des beaux souvenirs que j'ai, by the way, d'avoir cogné aux portes. Quand j'étais avec Oli, des soirs, tu savais qu'on était les deux ensemble, puis asti, on se challengeait tout le temps à savoir qui allait faire le plus. T'étais là, OK, les boys, ce soir, celui qui a le plus de ventes, carte à sac de 100 piastres. Là, j'étais comme mon tabarnak. Puis là, on partait les deux, mais tu sais, c'était une compétition saine, là, en voulant dire qu'on s'haïssait pas à face, mais ça rendait tellement genre la soirée, j'étais comme, on s'en allait cogner les portes, mais on pensait plus à cogner les portes, là. C'était comme, non, faut que je fasse plus de ventes que Oli à soir, là, comme. Fait que, ça, là, c'était merveilleux. Psychologiquement, c'est délocaliser le focus de closer le client, tu sais, puis juste gagner ma paye. Je pense que le plus beau plan de bonification que j'ai fait dans ma vie, c'est ce qu'on avait appelé le Apple Run. Je sais pas si tu t'en souviens, mais genre pour 4 mois, c'est ça, pour 4 mois consécutifs, à chaque fois que le vendeur ou la personne qui faisait des ventes atteignait un objectif spécifique, il gagnait un objet Apple. Puis là, c'était comme le Apple Watch, Apple iPad Pro. Après ça, on avait le iPhone 13 à l'époque. Non, c'était pas 13, c'était genre le 8. Oh boy, ça fait longtemps! Hey, pour vrai, je pense que c'était le 8 ou quelque chose comme ça. Non, on avait mois de juin, c'était iPhone. Au mois de juillet, c'était le iWatch. Au mois de... c'était mai, juin, juillet, puis août, c'était le MacBook. MacBook Pro, fait que iPad Pro puis MacBook Pro. Fait qu'on avait des étudiants qui étaient au back to school avec genre toutes les gears Apple, il y avait genre 5000 pièces de gear.
il était super fier, puis justement, ça parlait de la culture parce que comme, man, t'as travaillé où cet été? C'était crazy ta job de vente. Parce que nous, on avait un summer program que ça s'appelait. On recrutait des étudiants puis on les faisait cogner en porte-à-porte. Puis on montait des grosses équipes de vente puis on dormait dans les chalets, tu sais. La notion de culture ici est vraiment importante. Fait que, encore une fois, ça, c'est un exemple de bonification que j'ai faite, mais l'objectif final, c'est d'avoir un back to school où est-ce que tu pouvais brag avec tes Apple shit, puis genre tout le monde autour de toi, t'es comme, où c'est que t'as travaillé, man? Je veux travailler là. Ben, c'est ça, exact, c'est ça où je voulais aller. Une publication que j'avais faite, je vais me souvenir, parce que l'année d'après, j'étais tombé franchisé après l'avoir faite la première année, puis on avait refait la même formule. Puis je me souviens, au mois d'août, j'avais acheté genre 3 MacBooks, me semble, au mois d'août. Ben, c'est toi qui es payé dans ce temps-là. Merci aux franchiseurs. Mais j'avais acheté 3 MacBooks, puis j'étais allé prendre une photo, genre, j'étais pas tant ces médias sociaux dans ce temps-là. Là. J'avais juste pris une photo, genre, toute mon équipe, les MacBooks, mon équipe a gagné, genre quelque chose comme ça. Puis j'avais eu genre 10 demandes de candidature à ce moment-là. Mais avant ça, c'était tough là, avoir des candidats puis des bons. Mais là cette fois-là, j'ai fait cette photo, j'ai fait tabarnak, ok, avoir su, c'est ça que ça prend là pour recruter du bon. J'avais eu une leçon ce jour-là. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, encore une fois, dans la même veine de couper le plan de commission là que j'avais déjà vu, genre, arrêtez d'être cheap-ass puis dépensez-en de l'argent pour vos vendeurs. Les vendeurs éthiques qui font ça pour les bonnes raisons puis qui gagnent bien leur vie, ils doivent être gâtés. Tu sais, t'es allé à Las Vegas 24 heures avec David puis Anthony, je pense que ça m'a coûté 10 000 $ pour 24 heures. T'exagères, si j'ai pas dépensé 10 000 $. Non, mais en tout et partout, les billets d'avion, l'hôtel, la ride de Lamborghini, David en avait dépensé une partie. Je pense que en 24 heures, ça a coûté 10 000, mais comme l'idée ici, c'est de dire comme vous avez eu genre une journée qui est gravée à l'encre indélébile dans votre tête, que vous n'oublierez jamais. Pis c'est un peu ça, la culture d'entreprise de vente. Pas obligé d'être genre le Wolf of Wall Street puis popper du champagne à toutes les soirs. C'est pas nécessairement ça l'idée. Mais c'est créer quelque chose d'exceptionnel pour des standards exceptionnels. Puis les gens qui sont vraiment de très haut niveau méritent d'être gâtés puis méritent de vivre des choses exceptionnelles pour qu'on les remercie. Ouais, 100%. Moi, c'est le mois d'août 2017, si je me souviens bien, 2016-2017, quand je fasse mon 100 dans le mois avec l'équipe. Puis j'avais offert un voyage dans le sud à tous ceux qui faisaient genre 15 ventes dans le mois, quelque chose comme ça. Asti, man, c'est fou. Comment j'ai jamais vu genre les gars grinder là, je me souviens on était dimanche, on était genre le 31 août, dimanche au soir. Puis les gars cognaient encore des portes, rendus à 8h le soir, on était à Belleuil si je me trompe pas. Puis asti, la dernière vente est rentrée, genre on a fait 102, 103, 104 pour se donner un pace là, me semble, pour être sûr de pas manquer des installations, des affaires de même. Puis toute l'équipe à la fin là, c'était pas genre asti, genre, j'ai fait 15 ventes ou moi, je n'ai fait 14, c'est hey man, on a fait le fucking 100 ventes. Genre, toute l'équipe au complet était vraiment... Tout le monde travaillait pour l'objectif de groupe, pas pour leur objectif à eux. C'était comme, à 100 ventes, c'est genre 15 ventes chaque pour le voyage dans le sud. 100 ventes, c'était comme, je me souviens plus trop l'input que j'avais donné de plus, mais les gars étaient contents de faire le 100 parce que les autres, ils avaient déjà leur 15 puis ils continuaient. Non-stop. C'était comme, c'est malade. Puis, là, on parle des portes, mais ça s'applique autant dans la vente de remote, puis c'est ce qu'on fait justement dans nos structures, tu sais, sortir nos vendeurs au restaurant à party de Noël, là, on check pas le bill monté, là, genre, honnêtement, on s'amuse, on pop le champagne, on s'éclate. Faut que l'environnement soit stimulant parce que on se cachera pas qu'un vendeur ou un remote, la plupart du temps, c'est des personnalités plutôt festive. Et là, peut-être que je fais une inférence, mais les 500 derniers que j'ai vus, c'était des party animals, tu sais, puis ils étaient capables de clutcher. Oui, il y en a qui sont un peu plus, tu sais, introvertis, mais ils sont très rares. Le lien entrepreneur aime un peu le risque, aime ça. Tu sais, je pense que ça rejoint ce genre de personnalité-là à la base. Exact. Ah ouais, nos parties de Noël à 60 personnes, ça fait tout qu'un shit show, là. C'est le fun en tabarnouche, sérieux. Vous allez être invité en passant. Fait que, je pense qu'on a bien rappé, du moins le message qu'on voulait passer aujourd'hui là-dessus. J'espère qu'on a pu aider les gens, autant peut-être des gens qui veulent aller dans le remote closing que des entrepreneurs qui cherchent à déléguer les ventes éventuellement. Peut-être qu'on vous a frappé un petit peu sur la tête, mais c'est pas pour vous choquer, au contraire, c'est pour vous aider à être capable de créer une bonne culture d'entreprise puis d'avoir du succès davantage dans vos ventes. C'est un petit mot de la fin.
Ben, on lance notre programme de formation de Remote Closing qui va prendre en force le 15 mai. Donc, on va offrir à 20 entrepreneurs de vous placer un de nos étudiants. Donc, on va créer un match avec l'entrepreneur et le remote closer. Puis nous, on cherche à aller chercher un segment de marché qu'on n'a pas, c'est-à-dire des salariés qui sont pas dans l'industrie de la vente, puis que avec l'inflation, avec le coût de la vie, avec le coût des maisons, qu'il y a plus de possibilité d'avoir une maison si tu fais pas si t'es pas entrepreneur ou si t'es pas entrepreneur ou si t'es pas médecin, là, ça devient quasiment à ce niveau-là. Alors la vente va risquer d'être une ressource intéressante pour aller choisir comment vivre ta vie puis atteindre des objectifs de vie qui sont en train de devenir de plus en plus inaccessibles pour la très grande majorité de la société, malheureusement. 100%. Fait que deux choses, si tu es un entrepreneur et tu aimerais ça avoir un closer placé dans ton entreprise, je vais mettre un lien dans le Linktree. Fait que vous pouvez aller voir peut-être en bas du vidéo ici, en haut, peu importe si vous êtes sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, on a un lien Linktree là, qui se promène normalement. Je vais mettre un rendez-vous avec Pierre-Luc à son agenda pour qu'on fasse un audit de votre structure, ok, pour voir si vous avez la structure pour prendre justement un closer comme ça. Puis pour ceux et celles qui aimeraient devenir remote closer, ben ouvrez grand vos oreilles, activez les notifications sur la page Facebook ou encore checkez vos courriels. Il y en a plusieurs qui sont dans notre infolette. On va annoncer tout ça bientôt. Ça va lancer le 15 mai. Fait que je dis bientôt, ça s'en vient quand même très bientôt. On est presque prêt. Fait que merci Karine qui met ça dans les commentaires pour ceux qui sont dans le podcast en live. Fait que voilà guys, je vous souhaite une excellente journée, des bonnes ventes, puis n'oubliez pas d'aller vous abonner Spotify, Apple Podcasts, YouTube si vous aimez le contenu qu'on donne, on en a plein d'autres comme ça. C'est aujourd'hui, je pense, le 62e épisode qu'on tourne, 61, quelque chose comme ça. Fait qu'on en a un paquet en dessous. Fait que merci guys, bonne journée. Alright, salut tout le monde. Merci d'avoir été avec nous pendant cet épisode. Chose que tu peux faire si tu veux nous donner un petit coup de main très simple, eh bien, va nous laisser un 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, la plateforme de ton choix et partage le podcast aux gens qui eux aussi pourraient en bénéficier. Ça fait grand plaisir lorsque tu fais ça pour nous. C'est la façon pour nous de se faire connaître. On n'a pas de sponsor. On n'est pas payé pour faire ça. C'est pas ça qui nous génère des leads, des clients du jour au lendemain. Au contraire, on le fait pour éduquer l'industrie au maximum puis bien sûr être capable de vous démontrer un peu qui on est derrière tout ça, derrière H2H Academy. Merci encore une fois à tous les gens qui nous écoutent de façon systématique à tous les semaines. Puis désolé si on n'est pas steady sur les épisodes, on a beaucoup à faire derrière ça, fait que c'est pas toujours évident de faire les tournages à toutes les semaines, c'est pas évident d'être sharp on time, mais je vous promets qu'on se force, puis que notre équipe en fait, je vais le nommer, notre équipe nous force à vraiment être plus indulgent sur la fréquence, sur les publications pour que vous puissiez avoir du contenu de façon constante sur le H2H Academy Podcast. Merci encore tout le monde, je vous souhaite une bonne journée.